Pour le panel américain, ce soir avec moi, Raphaël Jacob, Catherine Loubier et Michel Sauger. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 D'abord, sujet qui a beaucoup fait réagir aujourd'hui, c'est l'administration Trump qui a annoncé qu'elle allait empêcher aux étudiants étrangers de fréquenter l'université Harvard. Ça concerne 6700 personnes originaires de 147 pays. C'est un petit peu plus du quart des étudiants, donc. Et la secrétaire à la sécurité intérieure plaide que l'établissement les a laissés organiser des manifestations là, qui nuisent au campus. Alors, je vais vous montrer également un extrait de ce qu'elle a écrit. Là, puisque vous avez refusé de vous conformer à de multiples demandes, tout en perpétuant un environnement dangereux sur le campus, hostile aux étudiants juifs, dit-elle, mais vous avez perdu ce privilège. C'est une mesure qui est illégale, selon le doyen, une mesure qui a été bloquée d'ailleurs par un juge. Raphaël, je commence avec vous. Pourquoi, en fait, il s'en prend à l'université Harvard? Qu'est-ce qu'il cherche à gagner? Il y a la raison officielle, il y a la raison électorale et politique. D'un point de vue officiel, on l'a un petit peu la raison, vous venez de la lire, c'est-à-dire qu'on accuse l'université Harvard, c'est pas la seule, soit en passant, mais elle particulièrement, de ne pas avoir fait assez dans les derniers mois, et pour ne pas dire les dernières années, la dernière année et demie, pour protéger les étudiants juifs, dans certains cas de manifestants troubles. Oh, mais est-ce qu'il y a eu des événements là-bas, à votre connaissance, qui ont été répertoriés? Il y a eu des événements. Maintenant, comment est-ce qu'on catégorise un événement? À quel point est-ce que ça justifie ou non des actions aussi drastiques que ça devient un tout autre débat. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Pour ce qui est de la raison officieuse et politique, et je vais faire ça de façon très condensée et simple, regardez ce qui a été passé par la Chambre des représentants hier pour ce qui est du projet de loi fiscal. On vient donner des cadeaux notamment pour ce qui est de l'imposition qu'on viendrait abolir sur le pourboire, sur le temps supplémentaire. Si vous me demandez c'est quoi le lien entre ça et Harvard, c'est très simple. Parce qu'on va en reparler dans un instant. Je comprends, mais le lien, il est direct. C'est-à-dire que M. Trump est allé faire des gains, est allé faire des promesses auprès de ce qu'on peut surnommer la classe ouvrière. Les électeurs souvent moins scolarisés, je le dis avec le plus grand respect, l'école bleue, etc. Et à l'inverse, le Parti démocrate, plus les années avancent, plus devient le parti des gens qui sont plus scolarisés, le parti des grandes universités. Donc, l'espèce de pied de nez, de bras de fer qu'il entretient non seulement avec Harvard, mais avec plusieurs universités, justement, d'élite depuis son assermentation, il y a des implications absolument fondamentales d'un point de vue électoral et politique, c'est-à-dire qu'on voit ça, même si évidemment, ça ne sera jamais la raison officielle qu'on donne, comme étant ou comme faisant partie de la coalition du parti adverse. Il y a ça aussi qui est important. Puis si vous le voulez bien, on va aller l'écouter, Donald Trump, à propos de l'université Harvard. A lot of the people need remedial math. Did you see that? Where the students can't add 2 and 2 and they go to Harvard. They want remedial math and they're going to teach remedial math at Harvard. Donc quand même... condescendant, là. Ces étudiants-là sont pas capables d'additionner des chiffres, finalement. Donc, comme si, finalement, l'université acceptait un petit peu n'importe qui, là. Catherine, il y a un juge qui a bloqué temporairement la décision. À quel point les étudiants peuvent être rassurés avec ça? Bien, je pense que c'est le début de quelque chose qui finira pas tout de suite, là, parce que le juge l'a bloqué sur la base, si je me trompe pas, de la constitutionnalité, mais aussi des motifs politiques. Mais l'administration Trump attaque Harvard, oui, pour le fait qu'elle n'en a pas assez fait sur l'antisémitisme, mais aussi pour les idéologies qui sont poussées selon l'administration sur le campus. On pourrait parler aussi d'idéologie woke. Mais ce qui surprend aussi, c'est quand la Maison-Blanche dit « Attention, le juge fédéral essaie de nous bloquer ». Mais le juge, la voix du juge n'est pas assez forte pour bloquer notre gouvernement, nos politiques. Nous avançons dans notre agenda immigration et sécurité nationale. On a été élus pour ça. Et donc, c'est une collision véritablement entre le juridique et les aspirations politiques de l'administration Trump. C'est pas la première fois qu'on le voit. On l'a vu sur d'autres dossiers d'immigration également. Donc, il faudra voir, il y a un sursis, mais juste en terminant, 25 des étudiants de Harvard, c'est énorme au niveau financier. Et je veux pas faire de parallèle. Que l'université peut perdre, là. C'est énorme. Je veux pas faire de parallèle, mais au Québec, il y a aussi eu des changements au Canada sur les étudiants étrangers, sur le recrutement des étudiants canadiens au Québec aussi. Et je suis bien placée pour le savoir. Je suis sur le conseil d'administration de l'Université Concordia. Les conséquences financières sont énormes. Les universités vont créer des déficits énormes.
il va falloir qu'ils changent leur modèle. Donc, c'est ça, là, c'est vraiment existentiel pour Harvard parce que c'est 25 et ça ne se réglera pas. Bien sûr, la juge a dit vous pouvez continuer à recruter pour l'instant. C'est le sursis qu'elle a donné. Dans le cas du Québec, le sursis a mené à une poursuite aussi et la poursuite a été gagnée récemment. Il faudra voir comment ça va se terminer aux États-Unis. Mais Michel, est-ce que vous avez l'impression que Harvard, parmi beaucoup d'autres universités, est peut-être celle qui est capable finalement de se tenir debout face à Trump? Parce que Catherine vient de faire référence au fait qu'il peut y avoir des pertes de revenus très importantes, mais ils ont probablement aussi des donateurs très importants là, avec les fondations et tout ça. Donc, est-ce qu'elle est bien placée pour le mener, cette espèce de combat-là? Elle est plus riche que les autres, elle a une dotation plus grande que les autres, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'administration Trump devient de plus en plus autoritaire et que quiconque s'oppose aux vues politiques de l'administration risque de se faire littéralement annuler comme M. Trump vient de le faire. On le fait avec des bureaux d'avocats. Il y a des bureaux d'avocats qui sont pas fins, parfaits, on leur coupe les jambes. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est le danger de la situation actuelle. C'est que M. Trump se fout un peu des tribunaux et dit vous courez après moi, je vais faire ce que je veux. Et Harvard est la plus prestigieuse université américaine. Évidemment, les collèges qu'on appelle le Ivy League sont plutôt de tendance démocrate, sont plutôt plus à gauche. Mais la réalité, c'est que M. Trump veut tout simplement dire si vous n'êtes pas de mon côté, je vous coupe les jambes. Et ça, c'est une tendance qui est lourde et qui est lourde de conséquences. Je veux revenir sur quelque chose que Raphaël a dit tout à l'heure. Quand vous avez dit, bon, les universités souvent sont appuyées par les démocrates, puis c'est en train d'entrer là, dans la perception populaire. Est-ce que Donald Trump, justement, essaie d'en faire un enjeu élitiste? Les universités, justement, c'est l'élite. Moi, je vais m'occuper du peuple. Est-ce que c'est un peu ça qu'il cherche à faire en même temps? Véronique, c'est la question la plus facile que vous pouviez me poser. La réponse va être on ne peut plus simple en un mot, oui. En deux mots, catégoriquement, oui. Bon. Alors, à voir jusqu'où ça va aller, là, cette histoire-là, parce que ça risque d'être une bataille judiciaire assez longue, puis on va voir qui va l'emporter au niveau de l'opinion publique. Maintenant, Donald Trump s'en prend pas juste à l'université Harvard, mais il s'en prend aussi à Apple et à son PDG, Tim Cook. Vous allez voir là, ce qu'il a écrit sur son réseau Truth Social. Il dit « J'ai depuis longtemps informé Tim Cook que je m'attendais à ce que les iPhones soient vendus aux États-Unis. En fait, ceux qui sont vendus aux États-Unis, qu'ils soient également fabriqués aux États-Unis et non en Inde ou ailleurs. Sinon, Apple devra payer un droit de douane d'au moins 25 % Catherine, c'est quoi son intérêt de s'en prendre à une entreprise américaine? Apple, ça vient des États-Unis, là? Oui. Écoutez, c'est parce qu'il y a comme une lutte, une conversation entre lui et Tim Cook, où Tim Cook a dit, c'est correct, je vais, si je me trompe pas, sortir de la production de la Chine pour produire davantage en Inde. Et maintenant, Donald Trump dit, c'est pas assez. Ce qui est acheté ici doit être fabriqué ici. Et bien sûr, la prochaine question qu'on se pose tous, c'est oui, mais qu'est-ce que c'est la conséquence sur le prix des appareils? Et ce n'est pas juste Apple, c'est aussi Samsung. Il a dit aujourd'hui, ce sont ces appareils-là en particulier, toute la technologie, où sont fabriqués ces appareils-là. Donc, ce qu'il veut, c'est ramener de la production aux États-Unis à tout prix. On dirait qu'il dit fabriquez ici ou vous ne vendrez plus ici. Et parce que vous allez devoir augmenter vos prix considérablement, évidemment, si vous ne fabriquez plus dans les pays où c'est plus avantageux de le faire, soit, ça ne me dérange pas, vous pourrez augmenter les prix sur d'autres marchés, mais pas les États-Unis. Donc, c'est un signal assez fort. Comme d'habitude, Donald Trump en met et en remet, fait des grands coups d'éclat comme ça, mais à la fin, je pense que c'est une négociation qui va avoir lieu entre les fabricants technologiques, les fabricants de ces appareils-là, et ça va, à la fin, probablement donner quelque chose pour augmenter la production manufacturière des États-Unis. C'est ce qu'il veut, dans le fond, mais c'est pas... c'est un peu sa stratégie dans tous les domaines, puis c'est dans la foulée aussi des tarifs avec l'Union européenne, où là, il recommence une autre vague d'armes commerciales, où il menace d'augmenter les tarifs ou d'avoir des conséquences presque... c'est impossible, en fait, là, qu'il
qu'il fasse ce qu'il dit qu'il va faire. Il va faire quelque chose, après ça, il va le suspendre dans 30 jours. On commence à connaître la recette de Donald Trump dans sa négociation. C'est vrai, vous avez raison. Il ne vise pas juste Apple, mais il vise particulièrement Apple. Là. Michel, est-ce que vous avez l'impression que ça en est même personnel, peut-être, avec le grand patron Tim Cook? C'est assez clair que c'est personnel, mais le problème, c'est plus large. C'est qu'on vient à l'économie du 19e siècle. Là. Il faut que tout soit fabriqué aux États-Unis. La dernière fois que j'ai regardé, le taux de chômage aux États-Unis était de 3 %. On dit que le plein emploi, c'est à peu près 2 Si on fait toutes les voitures qui se vendent aux États-Unis, puis tous les iPhones, et puis n'importe quoi d'autre qui doit être fait aux États-Unis, si c'est vendu aux États-Unis, il n'y aura pas assez de monde aux États-Unis pour les faire. Alors, à un moment donné, l'économie a fonctionné autrement depuis maintenant fort longtemps. On ne peut pas revenir à ça. Mais c'est ce que M. Trump fait par les tarifs, c'est ce que M. Trump fait de toutes sortes de façons. C'est une vision de l'économie qui est complètement dépassée et qui est peut-être populaire auprès de certains, mais qui, à la fin, mène à des gros problèmes économiques. On commence à les voir, d'ailleurs. Raphaël, est-ce que vous avez cette impression-là, vous, que c'est une affaire personnelle avec Tim Cook? Parce qu'on sait que Mark Zuckerberg, évidemment Elon Musk, Jeff Bezos, c'est tous des gens qui se sont un peu rangés derrière Trump. Peut-être que Tim Cook ne l'avait pas fait encore. Il y a quelque chose là, peut-être, là aussi. Ou Tim Apple, comme l'avait lui-même appelé Donald Trump pendant le premier mandat. Écoutez, sans spéculer sur la nature de la relation entre les deux hommes, ce que je vous dirais, c'est ceci. Dans la réponse de Catherine, elle a utilisé le mot « signal ». C'est un signal que M. Trump envoie. C'est le mot-clé en ce qui me concerne, parce que ça illustre, en ce qui me concerne, encore une fois, le point commun entre le premier sujet dont on a parlé, Harvard, et celui-ci pour ce qui est des tarifs. C'est-à-dire qu'il y a un énorme gouffre entre ce que Donald Trump dit qu'il va faire, les menaces qu'il lance et ce qu'il fait dans les faits, ou même ce qu'il peut faire. Parce que quand on regarde la question des tarifs, Catherine là aussi le disait très bien, on en a menacé, on en a proposé, on en a annoncé, on a reculé. Exemption, on revient, finalement, il y a un sursis, on revient. Et c'est ça depuis maintenant 4 mois et demi. Qu'est-ce qui peut, de façon réaliste, nous faire croire que ça va être différent lorsqu'on parle de tarifs de 50 % sur l'Union européenne ou de 25 % sur Apple? Et dans le cas d'Apple spécifiquement, il y a aussi la question constitutionnelle, à savoir, le président a-t-il les pouvoirs d'appliquer de façon unilatérale les tarifs non seulement sur un secteur, mais sur une entreprise précisément? Je vous soumettrais que si jamais il tentait d'aller de l'avant, assurément que ce serait contesté. C'est loin d'être sûr qu'il gagnerait devant les tribunaux, un petit peu comme c'est beaucoup plus difficile de geler ou de bloquer les fonds à Harvard que ce qu'il croyait qu'il pouvait faire par décret. Ça n'a même pas pris 24 heures qu'il a été bloqué par les tribunaux. Donc, il faut faire attention avec tout ce qui est menacé, tout ce qui est annoncé, proposé d'un côté et ce qui change, ou plutôt ce qui ne change pas dans la réalité au final. Et dernier petit point, comme négociateur, M. Trump s'est toujours présenté comme un grand négociateur. À force de brandir une arme qui n'a pas de mordant au final, c'est sa propre crédibilité qu'il risque d'entacher, surtout sur les questions commerciales, que ce soit avec des entreprises américaines, des entreprises étrangères ou des pays un petit peu partout dans le monde. C'est ça. Son risque, c'est d'être de moins en moins pris au sérieux. Exact. Juste au niveau de l'Union européenne, Marie-Isabelle, tout à l'heure, en économie, nous montrait tous les reculs là-dessus. Des tarifs, pas de tarifs, finalement, sursis, finalement, pas de sursis. Ça change constamment. Exact. Alors, Catherine, est-ce que vous pensez qu'il y en a un levier, finalement, quand il annonce ça, ou il n'y en a plus vraiment à ce moment-ci? Bien, c'est-à-dire qu'il y en a. Je veux dire, il menace quand même, là, si j'ai bien compris, de prendre les tarifs qui sont de base à 10 % de l'Union européenne. On sait que les tarifs réciproques sont en pause. Et de les amener à 50 % c'est un énorme impact. Ça fait bouger les marchés un peu aujourd'hui, mais pas de manière catastrophique comme on l'a vu dans le passé. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a certains hommes d'affaires qui sortent aussi, comme on l'a vu aux États-Unis. Là, c'est Bernard Arnault, le président de ce géant du luxe, là, de près de 250 milliards d'euros de capitalisation boursière, qui est sorti et qui a dit deux choses. D'abord, il a dit aux législateurs européens, il faut une entente. Il faut absolument une entente et vous êtes mal partis. Et il emploie plus de 200 000 personnes en Europe. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il a lancé un message aux entreprises du CAC 40 sur la bourse européenne, des grandes entreprises, en disant, si vous pensez que vous pouvez menacer de sortir vos investissements des États-Unis et votre production et que ça va avoir des résultats positifs, ça va avoir des résultats contraires. Vous aurez des résultats négatifs. Donc, il y a quand même des gens qui ont
qui sont assez sages, qui voient ça aller. Oui, sursis des tarifs, impositions, bon, mais qui entendent le signal de Donald Trump et qui se disent, il faut faire un pas dans cette direction, l'Europe, les pays d'Europe, il faut qu'il y ait quelque chose dans un deal, comme Donald Trump les aime, pour qu'on puisse se sortir de cette guerre commerciale qui mine les marchés, la confiance, qui crée de la volatilité, puis qui est négatif à tous les niveaux, surtout si l'Europe, de notre côté, impose des tarifs. Et là, on part dans une spirale assez destructive des deux côtés. Michel, le Big Beautiful Bill là, dont faisait référence Raphaël tout à l'heure, ce qu'on appelle la fameuse grande et belle loi de Donald Trump, a finalement été adoptée à la Chambre hier, à l'arraché. 215 voix pour, 214 contre, et il y avait 2 républicains qui étaient contre. C'est une loi budgétaire qui prévoit d'importantes réductions de taxes, mais aussi des coupes dans des programmes sociaux. Tous les républicains n'étaient pas alignés, là, comme je viens de le dire. Est-ce que, à votre avis, Michel, Donald Trump a quand même pris un risque politique? Bien sûr qu'il y a pas un risque politique. Le risque politique, il va arriver dans les prochains jours au Sénat. Un projet de loi ne peut pas être adopté juste par la Chambre des représentants, il doit passer au Sénat. Et au Sénat, d'une part, les sénateurs sont traditionnellement plus indépendants que les représentants, et il y a des sénateurs républicains. Est-ce que ce sera suffisant pour avoir une majorité? Ça, on ne sait pas encore, mais il y a des sénateurs républicains qui se préparent à voter contre cette loi-là. Donc, on verra. Mais en même temps, c'est bien beau l'appeler la belle et grande loi. C'est une loi qui fait des baisses d'impôts pour tout le monde et qui, à un moment donné, va obliger des choses très précises, coupées dans des programmes sociaux de santé, des choses comme ça. Et ça, encore une fois, ça risque d'être problématique pour M. Trump à moyen ou à long terme. Alors, on verra le résultat, mais moi, je suis pas sûr que même qu'il est assuré de gagner au Sénat pour cette chose-là. Il y a tellement de choses dans cette loi-là qu'à un moment donné, probablement qu'on a de la misère à y voir clair quand on ne suit pas ça de près. Là. C'est probablement ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui donner un nom qu'on l'appelle le gros Bill. C'est plus facile. Comment vous l'interprétez, Raphaël, cette division-là au sein des Républicains? C'est-à-dire qu'il y a une façon positive et une façon négative de le voir. La façon positive, c'est de dire que M. Johnson, qu'on voit à l'écran présentement, le président de la Chambre, a été capable, avec une majorité extraordinairement courte, d'à peine une poignée de sièges, d'être capable, alors que son caucus, comme Michel le mentionnait il y a un instant, était très divisé, de finir par le faire passer, ce projet de loi-là. La façon plus négative, là aussi Michel faisait référence, c'est que je vous soumettrais que la partie plus difficile, elle s'en vient. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Ça va être probablement plus ardu au Sénat. Et si le Sénat change ne serait-ce qu'un alinéa, une ligne, une lettre, ça doit être envoyé à la Chambre et la Chambre doit statuer à nouveau sur la version que le Sénat, lui, aura adoptée, présumant évidemment que le Sénat en adopte une version au final. Donc, ce n'est pas fait. Si c'est fait, évidemment que ça sera vu, ne serait-ce que par la Maison-Blanche, comme une énorme victoire parce qu'on a à peu près tout misé sur cette loi-là, sur cette possible future loi-là, beaucoup plus, soit dit en passant, que dans le premier mandat, quand il y avait une foule de priorités législatives avec lesquelles M. Trump est arrivé au pouvoir en 2017. Il y avait l'abrogation d'Obamacare, la fameuse réforme de santé de son prédécesseur de l'époque, M. Obama. Il y avait le plan d'infrastructure qui, ironiquement, M. Biden a fini par passer quelques années plus tard lorsque lui est arrivé au pouvoir. Il y avait la réforme de fiscalité. On n'a à peu près rien adopté. Là, on revient au pouvoir en 2025 et on mise tout là-dessus. Donc, évidemment que ça va être vu comme une victoire si ça finit par passer de façon finale, mais ça ne viendra pas sans risque politique. Là aussi, Michel, il faisait allusion. On verra. Et très rapidement, en quelques secondes, je le mentionne parce que ça, il y a à peu près personne qui semble l'avoir réalisé. Moi-même, je l'ai réalisé seulement ce matin. Il y a des clauses dans le projet de loi qui a été appliqué ou qui a été voté par la Chambre qui pourraient toucher directement à la fois des entreprises et des investisseurs canadiens. Oui, ça peut avoir un mérite d'être impact mentionné. sur nous. Là. Absolument. Justement, Catherine, est-ce que les impacts sont connus du peuple américain? Est-ce que les gens savent ou, étant donné, comme je le disais, que c'est une loi un peu fourre-tout, que personne n'est vraiment en mesure de dire qu'est-ce que ça va donner dans leur vie concrètement? Oui, bien, pour les Canadiens, je pense que c'est une histoire de taxation. Là, si on investit dans des véhicules américains, la taxation va changer considérablement. Donc, moi, j'ai remarqué aussi ce matin, là, parce que c'est mon cas. Donc, on se préoccupe de ça un peu. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je suis d'accord avec mon collègue. C'est un exploit d'avoir réussi à faire ça pour le speaker. C'est très bien. Maintenant, il y a la conservation des taxes des compagnies à 21 qui était dans une victoire de Trump 1.0.
il y a aussi on s'attaque là à, disons, des groupes d'influence qui ont plutôt voté pour les démocrates, les propriétaires d'EV, de voitures électriques, pardon. On s'attaque aux bourses et aux prêts pour les étudiants. On réduit donc certaines dispositions. C'est vrai dans Medicare, mais c'est pas fini, d'après moi, comme mes 2 collègues l'ont dit. Quand ça va arriver au Sénat, il va y avoir des changements substantiels aussi là-dedans parce que, au bout de la ligne, tout ce qu'on change, ça a un impact sur les personnes qui votent. Hein? Et les représentants ont de la chaleur de leurs commettants quand ça les touche particulièrement. J'ai surveillé aussi beaucoup ce qui allait arriver avec les coupures au niveau de l'énergie verte, ce qui était dans l'IRA, là, la fameuse mesure star du gouvernement Biden. Donc, il coupe beaucoup dans tout ce qui est énergie propre, mais il y a quand même eu des changements Reduction Act, mais ça, il l'avait dit en campagne qu'elle allait le faire. Ouais. Oui, mais tu sais, là, il y a eu des changements. Ça va être plus tôt que tard que ces crédits d'impôt-là vont être coupés, mais ils ne seront pas coupés pour les entreprises qui ont investi déjà 5 des coûts des projets. C'est ce que je surveillais beaucoup parce que ça a un impact épouvantable. Et puis, ça a un impact aussi sur des fournisseurs canadiens dans le domaine des énergies propres qu'on a poussé à faire des affaires aux États-Unis, notamment les bureaux du Québec. Et là, ils se verraient leur contrat peut-être annulé, là. Donc, à suivre. Merci beaucoup à vous trois. C'était vraiment très clair. Merci. Raphaël, Catherine et Michel C. Merci. Bonne soirée. Au revoir.